Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. 10h, passé de 32 minutes, les débats de l'été continuent sur Sud Radio. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à la fois à nous écouter, mais aussi à nous appeler. Et ça, sachez que ça nous fait un grand plaisir. Au 0826 300 300, Jérémy qui vous attend, avec Anthony également à la réalisation. Il a souhaité rester avec nous autour de cette table et je remercie Rodrigo Arenas, député La France Insoumise, parce que justement nous allons aborder un sujet qu'on a abordé juste avant dans notre entretien, le sujet des réseaux sociaux. Mais avant, je vais saluer nos amis débatteurs et débatteuses. Je vais commencer avec elle, Véronique Chabourine. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes analyste stratégique. Oui. Merci de revenir autour de cette table. On est très heureux. Arnaud Stéphan, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'agence Note de Com. Et puis Mathieu Baccialone. Parfait. Parfait. Hein, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. C'est ça, c'est pas mal, c'est bien prononcé. De M2B Conseil, président et fondateur. Merci à tous les trois d'être venus ici, tous les quatre, de vouloir débattre avec nous sur ce premier sujet. Et vous pouvez nous réagir, vous aussi, au 0826 300 300. Est-ce que, sous couvert de la liberté d'expression, sous couvert d'être sur des réseaux sociaux, est-ce que l'on peut tout dire? Je vous propose d'écouter ce qui s'est passé sur un live TikTok ce week-end. On te met dans des petites cases, tu sais, quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, les agences immobilières... Quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, pour moi, t'as rien à faire sur cette terre. Je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Parce que tu rendras service au peuple, aux gens qui sont sur cette terre. Et tu sais, je vais te dire une chose. Une plante qui n'a pas assez d'eau pour se nourrir, elle meurt. Autant que nous, on est là sur cette terre. C'est le cycle de la vie. C'est ça. Tu as peut-être fait quelque chose dans ta vie qui est magnifique. Et si tu es malade aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons. Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein. Alors, avant de vous dévoiler l'identité de cette influenceuse, ça a été repéré par la rédaction de Sud Radio. C'est du vrai, ce que je vous fais écouter là. Voilà, on a découvert ça pas plus tard qu'hier soir. On a été interpellé nécessairement par ses propos. Elle a quand même souhaité faire un démenti, enfin pas en tout cas un démenti, mais présenter ses excuses. Ça vaut son pesant d'or également. Écoutez. Mon intention pendant ce live-là, ce n'était pas de blesser qui que ce soit. Voilà. Peut-être que si ça avait été différemment, ça aurait été différent. Et je pense que oui. Ce n'était absolument pas mon intention. J'étais là pour blesser personne, vraiment. Je vois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont été blessés et c'est vrai que là-dessus, je m'en excuse. C'était pas du tout mon but. Je pense que j'ai quand même le droit d'avoir une opinion sur ce sujet-là, sur d'autres sujets aussi. Voilà, moi aujourd'hui, ce qui me révolte un peu aussi, la liberté d'expression n'existe pas. Alors, voilà, forcément, à la fois elle s'excuse, et puis à la fois elle se justifie. Est-ce que c'est une opinion d'être bien contre les personnes qui ont des problèmes de santé ou contre les personnes qui sont en situation de handicap? C'est évidemment la question que je vais vous poser dans un instant. Je tiens juste à préciser que ça provoque l'indignation générale sur les réseaux, notamment l'Union nationale des mamans d'enfants handicapés qui considère que ces mots sont d'une gravité extrême. Rodrigo Arenas. D'abord non, l'eugénisme n'est pas une opinion dans notre pays. C'est d'ailleurs l'histoire de France montre bien que quand on pense qu'il y a une catégorie de la population qui ne mérite pas d'être sur Terre, ça amène au pire dérive. Je pense évidemment à la Shoah en vous disant ça, où on a mis dans des camps de concentration des personnes justement handicapées, parce qu'homosexuelles aussi, et que non, c'est illégal. Donc aujourd'hui, il appartient au procureur de la République de saisir cette affaire, parce que une opinion, oui, on a le droit d'opinion dans ce pays, on a le droit d'expression, mais on respecte aussi la loi. Et en l'occurrence, non, en France, on n'a pas le droit de dire qu'il y a une partie de la population qui doit quitter la Terre parce qu'elle ne correspond pas aux critères que cette dame a. Et en tout cas, je tiens à lui dire, pour peu que mon opinion l'importe, c'est que ce qu'elle dit est parfaitement, de mon point de vue, illégal et qu'elle est passible de poursuite, clairement, puisque c'est une opinion qui est mise sur un réseau public. Donc c'est une situation que Sud Radio vous révèle aujourd'hui. Mathieu Baccialone, ça... Oui, je pense j'imagine qu'on va tous être d'accord sur ce plateau là-dessus. Bon, c'est de la bouillie intellectuelle, ce qu'a dit déjà. Et puis, Rodrigo a
raison de rappeler que ce n'est pas une opinion, c'est avant tout un délit, et que il y a des lois dans ce pays, ce sont les lois de la République. Ça peut paraître bateau de dire ça, d'enfoncer les portes ouvertes, mais ce n'est pas parce qu'on est un influenceur et qu'on est sur un canal qui va être sur Internet ou sur les réseaux sociaux qu'on est au-delà des lois. Et donc effectivement, je pense que le procureur de la République doit se saisir de ce sujet. Il doit y avoir des sanctions. Arnaud Stéphane. Mais au-delà des sanctions, ce qui me traumatise dans ce que j'ai entendu, c'est le champ lexical. Vraiment, on est au tréfonds de la pensée intellectuelle, on est au tréfonds de ce qui est même l'expression d'une idée ou du suivi d'une idée, dans ce qu'elle dit pour s'excuser. Elle se victimise ensuite pour expliquer qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Tout ça est extrêmement confus. Je pense malheureusement que c'est la prime aussi à des modes d'expression qui, au-delà d'être illégaux ou pas, évidemment que les propos sont dégueulasses, et évidemment ils sont, du point de vue de la loi, ils sont illégaux. Mais je pense même pas que ça soit la loi qui touche à cette dame. C'est la bêtise crasse, et la possibilité aujourd'hui à tout le monde de devenir un média et d'avoir des gens qui vous suivent. C'est ça qui, moi, me marque le plus. C'est que cette personne, elle est pas tout seule avec 4 personnes de sa famille qui disent c'est merveilleux, liberté d'expression, c'est bien ce que tu dis. Elle est suivie. Il y a plein de gens qui regardent cette dame. Et c'est là où on est proche de ce film dont on rappelle, qui était un très mauvais film d'ailleurs, mais qui est devenu un bon film. Avec ça, c'est votre opinion. Voilà, ça c'est mon opinion, qui s'appelle Idiocratie, où finalement tout devient complètement absurde et les trucs les plus débiles deviennent ce qui amène au pouvoir, avec un président catcheur. Véronique Chabourine. Oui, bon, évidemment, je partage ce qui a été dit précédemment. Les propos sont extrêmement graves et c'était à la justice, effectivement, de faire son travail et de déterminer s'il doit y avoir des sanctions. Je crois qu'il y a 2 choses, en fait. C'est la première, évidemment, l'influence est régulée, c'est pas une zone de non-droit. Et effectivement, ces personnes qui ont acquis une visibilité et une puissance médiatique, il y a toute une partie, en fait, de leur activité qui est régulée maintenant grâce à la loi qui a été votée en 2023 sur justement les pratiques commerciales de l'influence. En revanche, après, lorsque ces personnes s'expriment sans, on va dire, activité financière rémunérée derrière, évidemment, elles sont régies par, comme tout à chacun, la loi de la liberté d'expression, et donc elles doivent évidemment avoir conscience de ce qu'elles disent. À partir de là, je crois qu'il y a aussi une forme d'asymétrie entre la puissance médiatique que ces personnes ont acquis et la responsabilité éditoriale. Je prends l'exemple d'un média, il y a une équipe éditoriale qui va avoir tout un travail en fait de modération derrière. Et surtout, on vérifie les informations qu'on transmet. Et on impose aussi des contradicteurs. Un influenceur qui a 10 millions de followers n'a pas l'obligation de faire parler des contradicteurs et va affirmer un parti pris. Après, il y a quand même la modération des plateformes, et il faut le dire, les plateformes, si un contenu va être reporté comme avec un caractère de diffamation, etc., il va être potentiellement, je l'espère en tout cas, retiré de la plateforme. Mais entre le moment où il est publié et le moment où il va être retiré, entre guillemets, le mal est fait. Enfin, on peut dire quand même que c'est nul à la base, quoi. Je veux dire, moi, ce qui me marque, c'est ça, c'est la nullité du propos, la nullité et la comparaison à la plante verte qui a besoin d'eau pour se nourrir. C'est chaleureux. On va accueillir Nicole au 0826 300 300 dans un instant, vous bougez pas. Sur Sud Radio pour les débats de l'été qui continuent de 10h à 13h avec nos débatteurs en plateau, que ce soit Arnaud Stéphane, Mathieu Baccialone, et je vais me régaler à chaque fois de dire votre nom, Véronique Chabourine, et puis le député de la France Insoumise, Rodrigo Arenas, qui a souhaité rester avec nous en plateau, et je le remercie pour débattre sur ce sujet des réseaux sociaux et cette information que nous vous révélons ce matin en exclusivité sur Sud Radio. D'ailleurs, je vous ai pas donné le nom de cette influenceuse qui s'appelle Indocile, et qui du coup depuis ce scandale a mis tous ses réseaux en privé, qui du coup a tenu des propos qui visaient à dire que les personnes atteintes d'un problème de santé ou en situation de handicap n'avaient pas leur place sur cette terre. Je vous propose de réécouter rapidement ces propos. On te met dans des petites cases, tu sais, quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, les agences immobilières... Quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, pour moi, t'as rien à faire sur cette terre. Je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Parce que tu rendras service au peuple,
aux gens qui sont sur cette terre. Et tu sais, je vais te dire une chose. Une plante qui n'a pas assez d'eau pour se nourrir, elle meurt. Autant que nous, on est là sur cette terre. C'est le cycle de la vie. C'est ça. Tu as peut-être fait quelque chose dans ta vie qui est magnifique. Et si tu es malade aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons. Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Nicole au 0826 300 300, vous nous appelez de Gradigan, c'est ça? Bonjour. Oui. Alors, bonjour. ça vous fait réagir, ça, hein? Oui, parce que à la fois c'est scandaleux et puis j'ai reconnu tout à fait la phrase que ma fille nous a dite un jour. Ma fille qui a un handicap invisible, voilà, elle nous a dit: personne ne veut de moi, je suis un déchet de la société. Voilà. Elle est née bébé narcoleptique. Elle n'a été dépistée qu'à l'âge de 17 ans à la clinique du sommeil. Dès sa première molécule, on a vu la belle au bois dormant qui s'éveillait. Et à partir de là, elle n'a cessé de progresser. D'ailleurs, j'écris dans une biographie sa résilience. Elle a actuellement un diplôme de secrétaire médical décerné par la Croix-Rouge, donc c'est quand même un critère de qualité. Et malgré ces démarches de recherche d'emploi, personne ne veut la recruter depuis des années. Alors qu'elle est tout à fait en capacité de travailler. Oui, elle a sa voiture, elle a le permis. Vous êtes en Gironde, hein, c'est ça? Oui. Bon, alors du coup, Nicole, on en profite, on est en direct. Si jamais vous êtes médecin, dentiste, kinésithérapeute, que vous êtes à la recherche d'une secrétaire médicale, il y a une jeune femme qui est tout à fait en capacité de travailler, de le faire. Donc intéressez-vous à son profil, appelez-nous au 0826 300 300. Et puis Nicole, vous nous ferez passer son CV. Ah oui, tout à fait, avec plaisir. D'ailleurs, elle n'a besoin d'aucun aménagement de son planning. Voilà. Et son handicap, elle sait le gérer. En plus, elle est très jolie. Oui, bon, ça. Peut-être que ça fait plaisir à Robert Ménard, maire de Béziers, qui a dit qu'il aimait les femmes jolies suite à ses affiches. Merci Nicole pour ce témoignage. J'en profite pour rappeler aux auditrices et aux auditeurs qui ne le savent pas ou qui le savent, mais je suis moi-même non-voyant, moi-même en situation de handicap. Forcément, ce genre de choses, moi, m'interpelle parce que ça n'empêche en rien de travailler, ça n'empêche en rien d'être un membre à part entière de la société. Rodrigo Arenas, vous-même, vous avez travaillé sur les questions d'inclusion à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose de central parce que je suis un ancien dirigeant associatif de parents d'élèves, donc c'est quelque chose vous êtes qui est très ancien important. Président de la FCPE. Voilà, et quand les lois sur l'inclusion ont commencé à arriver de façon plus massive que juste la compassion et on va dire la charité fut-elle républicaine, on a bien vu que pour l'essentiel le pays n'était pas prêt, donc c'est vrai que ça a occupé beaucoup de nos préoccupations. On avait des parents d'élèves qui étaient formés exclusivement, j'ai envie de vous dire, pour les parents dont les enfants n'avaient pas la possibilité de faire usage de leurs droits, parce que l'école, les enseignants parfois, même s'ils y mettaient du bon cœur, mais où l'institution en elle-même n'était pas prête à ça. Mais j'ai envie de vous dire que tout est possible. D'ailleurs, moi je suis parlementaire, vous l'avez rappelé, on a un député, je pense à M. Pétavi notamment, qui est en chaise roulante, il y a des aménagements qui ont été faits pour lui, il y a un député du Rassemblement National qui, comme vous, est aveugle. Et donc, José Borin. Pardon ? José Borin. Et donc des aménagements ont été faits aussi pour lui. Donc en fait, on peut faire les choses, et moi je vais pas revenir sur cette influenceuse, je suis assez d'accord avec vous, il y a un moment donné à l'école, Sébastien Pétavi, qui d'ailleurs s'était indigné contre le vote debout à l'Assemblée nationale, qui était accepté à l'Assemblée, qui a été rejeté à l'unanimité au Sénat. Exactement. Ou à qui on a dû déplacer l'urne parce qu'il faut monter à la tribune pour voter, pour élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Et donc la logique de déplacer l'urne, vous voyez, c'est ça aujourd'hui qui convient de prendre en compte, et ça commence à l'école. La question que je vous pose là à tous et toutes autour de cette table, est-ce que sous le motif de la liberté d'expression, on peut tout dire, et est-ce que l'Arcom ne devrait pas s'emparer de ce sujet, Arnaud Stéphane ?
L'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication. Autonomée pour aujourd'hui. Qui est notre gendarme sur Sud Radio et comme d'autres médias. Mais c'est le gendarme de Saint-Tropez un peu. Je veux dire, ils sont 4. Il y en a un qui repose, l'autre qui est en vacances. Je veux dire, c'est pas très sérieux. Et tout à l'heure, vous évoquiez la capacité de l'Arcom aujourd'hui d'utiliser des robots pour aller chercher des informations sur les... Ces propos vous engagent, Arnaud Stéphane. Mais oui, mais évidemment qu'ils m'engagent. Et heureusement, là, pour le coup, c'est ma liberté d'expression. Oui. Et je pense que l'idée d'avoir des robots pour aller chercher des informations sur des contenus, sur les réseaux sociaux ou sur des médias en ligne, m'inquiète un peu plus. Voilà. Parce que, encore une fois, mettre une technologie dont on ne sait pas encore vraiment comment elle fonctionne, avec des biais, etc., me semble une mauvaise idée. Puis ça me rassure pas de savoir que c'est un robot qui va décider de tel signalement ou de ne pas signaler un autre propos. Mais il y a quand même, vous me permettrez, hein, il y a un petit angle mort dans la conversation qu'on vient d'avoir. C'est que ouvrez-nous les yeux. Non, mais un angle mort. J'ai pas dit que c'était Aujourd'hui, le handicap est un sujet... Et pas que le handicap, rappelons ça. Elle a quand même précisé les problèmes de santé. C'est-à-dire que vous avez un cancer, vous êtes bon à mourir, c'est ce qu'elle dit. Je sais pas d'ailleurs jusqu'où va sa maladie. Est-ce que vous avez une grippe? Ça marche aussi. Je vais finir mon propos, vous allez voir. Je vais essayer d'être intéressant. Le problème du handicap et le problème des maladies longues, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui sort complètement... par exemple, du monde de l'emploi. Quand vous sortez du monde de l'emploi, vous sortez de la sociabilité. Quand vous sortez de la sociabilité, vous ne restez plus que dans un monde autour de votre maladie, autour de votre handicap. Et c'est extrêmement difficile. Parce que aujourd'hui, vous avez j'ai travaillé sur j'ai eu un cabinet à une époque, il y a une dizaine d'années, qui justement travaillait avec le monde du handicap en entreprise. Il y a un truc qui est très notable, c'est que le symbole du handicap en France, c'est un fauteuil roulant. Or, c'est extrêmement peu de gens qui sont en vérité en fauteuil roulant. Et que l'immense majorité des gens qui sont en situation de handicap sont souvent, comme la dame qui nous a appelé tout à l'heure, des handicaps qui ne sont pas forcément visibles. Beaucoup de maladies liées à la psychologie, qui sont liées... C'est l'essentiel. Et exactement, c'est l'essentiel. Et ça, malheureusement, ça échappe complètement à la fois au pouvoir public, à la fois aux politiques publiques. Il n'y a pas grand-chose qui est fait. On voit bien qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui sont dans la rue, qui ne devraient pas y être. Parce que justement, ils sont victimes de maladies souvent mentales ou qui se sont déclenchées suite à l'usage de drogues, d'alcool, etc. Et puis après, on a des cas psychiatriques comme cet homme qui a violé puis asséné 3 coups de couteau une jeune femme qui rentrait d'une soirée, c'était la nuit dernière. Et je pense qu'aujourd'hui, l'image aussi du handicap et de la maladie dans la société est liée au fait que ces gens sont désociabilisés et sont pas du tout au milieu de la société. Mathieu Batchalonnet. Ça changerait complètement le sentiment ou la perception des citoyens. Moi, je voulais revenir plutôt, si vous me permettez, sur la partie éducation, parce qu'on a parlé de l'école. Et moi, ce qui me stupéfait à chaque fois, mais c'est le réflexe qu'on a certaines fois aussi quand on a affaire par exemple, à des terroristes qui ont grandi ici. Le réflexe qu'on a, et moi j'aurais ce même réflexe pour cette personne, c'est se dire... En fait, ces gens sont a priori allés à l'école de la République. Je me permets de faire une petite priorité. Reçu une éducation et sont totalement dénués de tout sentiment, de tout humanisme. Et c'est ça qui me terrifie, c'est de voir je pense la bêtise de cette personne, mais derrière cette bêtise, il y a surtout une sécheresse d'âme et de cœur qui est quand même assez terrifiante. Je suis désolé, Mathieu Launay, on va juste aller voir ce que dit Sébastien Lecornu en direct de Gironde. Par minute, heure par heure, la nature et la qualité des moyens qui ont été engagés, pourquoi tel ou tel choix tactique a été fait, parce que c'est pas des choix qui ont été décidés depuis Paris. Pour être honnête, la plupart des choix des premières heures n'ont pas été décidés non plus depuis Bordeaux. On est véritablement dans une approche tactique très très déconcentrée de la prise de décision, et il y a de la colère, il y a de l'émotion, ça c'est bien naturel, hein. Les gens ont tout perdu, et plus que ça, mais je veux quand même qu'on remette un tout petit peu de vérité, de rationalité dans ce qui s'est passé. Ça permettra à tout le monde de se faire une opinion, mais qui repose sur des faits objectivés. Parce que d'un côté, on peut pas dire qu'on a confiance dans nos pompiers et en même temps donner à voir parfois
quelques dérives un peu complotistes dans lesquelles, au fond, l'essentiel n'aurait pas été fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité, parce que, je le redis, en tout cas pour le gouvernement, nous n'avons rien à cacher, et pour cause. Sébastien Lecornu, Premier ministre, en déplacement en Gironde. Désolé de vous avoir interrompu, Mathieu Batchelonnet, mais c'était important de l'entendre. Il a notamment promis une transparence. C'est vrai que ça aurait été dommage de rater cette séquence quand même. Oui. Véronique Boucharine. Oui, et moi je crois qu'il faut pas. Enfin, la question de se dire est-ce qu'il faut réguler ou est-ce que l'Arcom doit intervenir sur les sujets d'influence, lorsque notamment en dehors de la partie, on va dire, commerciale, lorsqu'on a des personnes qui ont effectivement plusieurs millions de followers et qui sont notamment sur certaines plateformes comme TikTok, l'algorithme va même pas déterminer si vous avez énormément de followers au démarrage, mais il peut pousser un contenu pour quelqu'un qui a 10 followers. Je pense qu'il faut pas retirer cette option parce que à mon sens, la puissance médiatique, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie asymétrie entre les règles que va avoir un média et les règles que va avoir un influenceur. Et je crois que si on doit faire un travail de régulation à nouveau, peut-être qu'il faut pas éviter cette option-là. Anthony, peut-être juste pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les tréfonds les fausses sceptiques des réseaux sociaux, mais dire aussi qu'il y a quand même des choses très bien qui se passent aussi sur les réseaux sociaux. C'est une alternative qui permet à des personnes de faire émerger les sujets, de traiter d'une autre façon, là où les médias traditionnels n'iraient pas forcément parce que pour des questions d'audience, pour des questions de plein de choses. De temps, dire que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des choses formidables qui s'y passent. Mais ceux-là seront pas régulés. Ils seront pas. Oui, mais en fait, là, on revient au péché originel, c'est-à-dire dire qu'il y a une régulation qui effectivement est sûrement très bien. D'ailleurs, enfin, c'est pas la question, mais est assez précise et drastique pour les médias dits traditionnels et encore assez impensée pour les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait pas non plus vouloir tout réguler sur les réseaux sociaux parce que ça empêcherait sûrement certains contenus, certains créateurs qui font un travail extraordinaire et qui permettent de proposer des choses différentes et de sortir j'ai pas envie qu'on ait une uniformisation aussi sur les réseaux sociaux à ce titre-là. On va aller oui, alors allez-y, Rodrigo. De toute façon, on n'a que l'Arcom. C'est l'outil institutionnel que nous avons qui permet de réguler les choses. Donc, au contraire, il faut lui donner les moyens de faire son travail. Et c'est bien ça. On parlait des pompiers, il faut leur donner les moyens de faire leur travail. C'est bien ça le sujet où on a. C'est que ce qui fait service public, aujourd'hui, on leur retire des moyens pour le faire. Donc, c'est un problème. Et quant à l'Arcom, vous remarquerez que la question aussi, c'est les médias. Moi, quand je viens à Sud Radio, quand je réponds au Monde, au Figaro, etc., je connais leur histoire, je connais leur orientation politique, je sais globalement où ils vont, donc je sais à qui je réponds. Nous, ici, on n'a pas d'orientation politique, je tiens à le préciser quand même. Mais vous avez ici des chroniqueurs ou des éditorialistes qui clairement sont identifiés et c'est très bien parce que c'est la liberté d'expression. Mais je sais à qui je réponds, à qui je réponds pas. Moi, je réponds pas à Frontières et à CNews pour être clair. Par contre, je peux répondre à l'UMA, au Figaro, etc. parce que je connais leur histoire et je connais aussi leur orientation. Donc ça, le problème sur les réseaux sociaux, c'est que il y a tout et n'importe quoi et il n'y a pas d'identité dans cette histoire. Donc c'est difficile de le faire. Mais après, moi, je suis d'accord avec vous. Si on parle des réseaux sociaux, il faut parler aussi des centres de détention des données qui arrivent de plein fouet dans tout le pays du monde. Et je suis très content d'avoir trouvé à Santiago du Chili, dans la banlieue de Santiago, des jeunes qui se mobilisent contre les data centers parce qu'il y a une question d'eau, il y a une question d'électricité, il y a une question d'aménagement urbain, il y a une question de destin commun, il y a une question de propriété intellectuelle aussi qui se pose et que je préfère m'adresser aux personnes qui sont, entre guillemets, en lutte contre les effets négatifs de ces data centers plutôt que d'avoir la parole officielle d'Amazon ou Google. Et ça, c'est aussi intéressant à avoir. Merci beaucoup, Rodrigo Arnaz, d'être resté avec nous un peu plus longtemps que prévu pour ce débat sur les réseaux sociaux et cette liberté d'expression. Oui, c'est vrai que je vous ai lancé l'invitation pendant la pub et vous avez accepté parce que ça était en résonance avec le sujet qu'on abordait juste avant dans notre entretien. Merci en tout cas d'être venu. Je le rappelle, vous lancez cette plateforme soslogement.fr pour dénoncer la situation inacceptable des gens qui profitent de baux sociaux à retrouver donc sur soslogement.fr. Vous êtes également conseiller municipal à Ville de Paris. On revient dans un instant. On va accueillir Doumé de Montréal qui veut réagir à ces propos indignes, en tout cas que vous qualifiez autour de cette table, sur les réseaux sociaux. Et après, on ira en Gironde. On parlera donc de la visite de Sébastien Lecornu. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Il est 11h sur Sud Radio, passé de 3 minutes. Et je suis très heureux de vous accompagner jusqu'à la fin de cet été
pour le 10h-13h. On débat ensemble, on se parle vrai avec les débatteurs autour de la table. Ils sont tous là, elle aussi. Véronique Chabourine, bonjour. Enfin, rebonjour. Avec Arnaud Stéphane, rebonjour aussi. Bonjour. Mathieu Baccialone et... je le dis bien. Oui, il a l'air d'être d'accord. Autour de cette table avec ce débat qui continue par téléphone au 0826 300 300 et Doumé de Montréal dans le Gers qui nous rejoint. Bonjour Doumé. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous vouliez réagir à cette information sur Sud Radio que nous révélons ce matin sur cette jeune femme qui, sur un live TikTok, dit gros, si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes en situation de handicap, eh bien, vous n'avez pas votre place sur cette terre. Bien, écoutez, je suis même pas scandalisé, moi je suis attristé. C'est d'un niveau de réflexion, niveau poisson rouge. Bon, cette jeune fille ou jeune femme qui s'est soi-disant excusée, elle aurait dû présenter des excuses plus claires, avec un peu plus de cohérence. Oui. Ceci dit... Elle dit notamment qu'elle a le droit d'exprimer une opinion. Mais c'est très bien, mais... Est-ce que c'est une opinion que de discriminer les gens de la sorte ? Mais pas du tout, c'est pas une opinion, c'est une posture, mais qui est scandaleuse. Bon, ensuite, qu'elle se fasse pas de soucis. Moi, je suis pour qu'il y ait une régulation des réseaux sociaux. Je ne suis pas pour l'interdiction des réseaux sociaux. Mais quand je vois que le Conseil constitutionnel vient de retoquer l'Assemblée et que ils n'ont pas confirmé l'accès à l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, oui. Voilà. Donc, quand on a affaire à des gens qui interviennent, des pseudo-influenceurs qui ne s'influencent qu'eux-mêmes, hein, moi, je pose la question, je pose la question surtout aux gens qui la suivent. Réfléchissez un peu, et puis au lieu de lui mettre un like, comme on dit maintenant, ou le pouce en l'air, vous faites comme César, vous mettez le pouce en bas. Hein. Ouais, sans hésitation, on va plus vite. Et ça, c'est pas encore possible sur TikTok, la plateforme où elle a fait son live. Je sais que c'est possible sur YouTube, notamment. Je crois qu'on peut mettre un dislike, mais on peut pas mettre... Après, j'ai un petit parallèle à faire. Bon, comme je suis souvent en Italie, je me suis un peu renseigné. Pas comme Mathieu Baccialone, du coup. En tant qu'enseignant, en tant qu'ancien enseignant, j'ai suivi un reportage et donc j'ai voulu avoir les confirmations. Vous savez qu'au niveau du handicap, en France, nous sommes très en retard. Au niveau de l'apprentissage de l'école en Italie, tous les enfants en situation de handicap sont pris en charge par l'école publique et il y a à chaque fois devant un enfant, un accompagnant ou un référent à la journée. Ouais. Donc nous, je veux bien qu'on soit pour les droits de l'homme, pour l'évolution des enfants, l'éducation, etc. Mais il faut mettre des moyens. Et on aurait peut-être après un regard différent sur le handicap. Parce que le handicap, s'il n'est pas accepté à l'école, comment on peut l'accepter après dans l'apprentissage et au milieu du travail ? Ça paraît difficile. Merci beaucoup Doumé pour votre réaction au 0826 300 300. Je vous embrasse et vous nous rappelez quand vous voulez. On va faire un point sur les réseaux sociaux. Elvin, ça réagit beaucoup. Ouais, sur ce sujet notamment, il y a Brigitte Pelletier qui nous dit il faut pas oublier de préciser que 80% des handicaps sont invisibles et c'est important à souligner dans ce débat. C'est effectivement vrai. 18,2 millions de personnes en France sont en situation de handicap et 11 millions de personnes sont dites aidantes au quotidien ou en tout cas à le vivre presque 24 heures sur 24 avec un membre de sa famille. Donc c'est un sujet dont devraient s'emparer les candidats à l'élection présidentielle parce que vous avez énormément de gens qui sont des électeurs et qui devraient aussi mettre ce sujet sur la table pour que les candidats s'en emparent, parce que je pense que c'est une élection présidentielle est un moment où on peut mettre en avant un certain nombre de sujets, et quand vous regardez le nombre d'électeurs qui sont susceptibles d'être eux-mêmes en situation de handicap, c'est considérable. Comptez sur nous, en tout cas, vous savez, chez Sud Radio, avec Faut que ça change, la seule émission d'ailleurs du paysage audiovisuel français sur un média national généraliste qui traite du handicap chaque semaine. Ça reprend à la rentrée et on y veillera, Arnaud Stéphane. On va faire un point sur la situation en Gironde avec vous, Albin Texerin, avec notamment Sébastien Lecornu qui dit qu'il n'a rien à cacher. Exactement, on le rappelle, Sébastien Lecornu qui est en visite officielle au Porche pour rencontrer les sinistrés et les élus. On le rappelle, il a d'abord été accueilli ce matin sous les huées. Je vous propose d'écouter. On se
Bon, on entend beaucoup de mécontentement, Anthony. Menteur notamment. Exactement, on peut le comprendre. Et Sébastien Lecornu a compris. Il a dit, je comprends qu'il y a cet énervement, ce mécontentement. Il s'est d'ailleurs entretenu avec certains d'entre eux, et notamment un pharmacien, un sylviculteur et un sinistré du Porge, ainsi que les élus. Il vient de prendre la parole devant les médias et il reconnaît que les choix n'ont pas été pris depuis Paris, que tout a été fait au niveau local et surtout qu'il y a une transparence totale et il y a souvent cette rumeur qui a été dit comme quoi le Cap Ferré a été avantagé plutôt que le Porge. Lui, il botte en touche, il dit il n'y a aucun choix qui a été fait. Nous n'avons strictement rien à cacher sur le déroulé des opérations de protection incendie de ces dernières semaines. Ça vaut pour les Landes, ça vaut pour la Gironde. Je fais une parenthèse, je remercie les acteurs des Landes, préfets, parlementaires, élus locaux, d'avoir accepté de faire le déplacement. Je m'étais interrogé, pour être transparent, à aller dans les Landes cet après-midi, mais jusqu'à encore quelques heures, vous le savez, il y avait une incertitude importante sur la suite des opérations de lutte contre le feu, et je me suis dit que je ne voulais surtout pas perturber ce qui se passait. Donc merci d'avoir accepté de venir en Gironde. Incertitude, on le rappelle, qui dans les Landes a été fixée puisque le feu est désormais fixé. Du côté de la Gironde, Sébastien Lecornu continue sa visite. Des annonces concrètes sont attendues dans la journée, notamment pour la reconstruction du Porge. Et il réfute d'ailleurs toute théorie complotiste, l'a-t-il précisé. Merci beaucoup Albin Texerin pour ce point de la visite du Premier ministre Sébastien Lecornu en Gironde. Justement, avec cette question que nous vous posons, était-il nécessaire que Sébastien Lecornu se rende en Gironde et qu'en attendre exactement? Je vais me tourner vers mes débatteurs en plateau. Mathieu Batchelonnet. Moi, ça me pose une question. C'est la pérennité et l'utilité de ce type de déplacement. Dans une autre vie, moi j'ai été en cabinet ministériel, donc j'en ai fait pas mal des déplacements comme ça. C'était pas à Matignon, c'était un plus petit ministère, mais je sais très bien comment ça se passe. C'était Beauvau ? Non, c'était au ministère des Transports. Et mais bon, c'est un peu le même mécanisme, mais c'est toujours un peu. Donc c'est le grand Barnum qui arrive, donc on mobilise les services de l'État, qui sont souvent excellents, pour le coup, on peut leur tirer un chapeau. Les services préfectoraux sont excellents, notamment pour tout ce qui est organisation de déplacement. Donc ça mobilise les services de l'État. Il faut à la veille tout ce qui est sécurité, les renseignements territoriaux, le déminage, l'arrivée sur place au Grand Barnum avec, vous connaissez, nos amis de Sud Radio connaissent aussi le pool press avec les caméras qui suivent. Enfin tout ça est très orchestré. Et en fait, pool press, rappelons-le, c'est les journalistes qui suivent. On l'a vu, c'était pareil. Il s'est entretenu. J'ai entendu avec pharmacien, sylviculteur, je sais plus quoi. Je pense que ça a été casté avant. Donc il y avait le moment, vous avez tout le déroulé vous avez le conducteur d'un déplacement. Donc il y avait sûrement marqué, 10h02, entretien avec un panel sélectionné par la préfecture de machin et tout. Donc en fait, je pense que ça interroge sur ce type de déplacement qu'on continue à faire parce qu'en réalité, les médias sont demandeurs. C'est très intéressant ce que vous racontez. Du coup, les politiques le font, ça s'auto-alimente. Et au milieu de tout ça, il y a souvent des habitants qui sont là, on les a vus, qui sont un peu, et je peux les comprendre, circonspects par rapport à toute cette théâtralisation. Donc moi, la question que je poserais, c'est quid de ces grands déplacements j'ai pas la réponse parce que c'est vrai que si les politiques vont pas sur le terrain, on leur reproche d'être hors sol et de rester dans leur ministère. Mais ce type de déplacement, je pense, a peut-être un petit peu vécu. Il faudrait, j'ai pas la réponse forcément, mais repenser un peu ce type de présence des autorités sur le terrain. C'est très intéressant ce que vous racontez, Mathieu Batchelonnet, parce que faut le raconter ce que nous on reçoit en invitation presse lorsqu'il y a ce genre d'événement. Effectivement, on reçoit. Alors déjà, on nous demande de nous accréditer parce qu'ils veulent savoir qui vient. Ça veut dire que potentiellement, on peut aussi vous refuser pour une raison ou une autre, et on ne vous le dira pas laquelle. Et ensuite, on vous donne un programme de la journée. Il y a des moments qui sont parfaitement ouverts. On appelle ça notamment les micros tendus ou les questions à la presse. Micros tendus, vous voyez bien ce que c'est. Vous le voyez d'ailleurs quand vous regardez la télévision. C'est le moment de temps d'échange. Et puis vous avez des moments hors caméra et hors presse. Les off. Les off. Exactement. Ou les faux off. Voilà, ou les faux off, exactement. Vous avez aussi des déjeuners qui sont organisés très souvent avec le préfet, les représentants même de la ville, de la région parfois. Et tous ces moments-là sont extrêmement codifiés, très cadrés.
Et il y a nécessairement des moments de casting où on dit bah tiens, on va passer à tel endroit à telle heure. Ça veut dire qu'il n'y a rien de naturel finalement dans ces déplacements-là. Il ne voulait pas non plus que Arnaud Stéphane. ça soit la fête du slip. Après, il faut un minimum de préparation aussi, même en termes de sécurité surtout. Ça peut pas non plus être la ligue d'improvisation. Non, mais je veux qu'on explique aux auditeurs exactement comment ça se passe. Oui, mais c'est normal. Les coulisses, vous voyez, si vous voulez. Vous avez n'importe quel chanteur, quand il se déplace, il y va pas non plus, ou quel acteur. Bien sûr. Je pense que ce type de déplacement, ce grand type de déplacement, ce sorte de Barnum un peu. J'allais rebondir là-dessus, Mathieu. Moi, je suis d'accord avec toi pour la bonne et simple raison, c'est que même en termes de sémantique, on commence à être complètement à côté de la plaque. Regardez le terme qui a été utilisé, voyage officiel. Bon, parce qu'il il allait venir en loose day. Hier, c'est ce qu'il a fait au Porge. Non mais il est venu sans caméra. Mais il est venu sans caméra, mais vu les services de l'État, un Premier ministre quand il se déplace, ça se remarque. Hein, il vient pas avec sa DX et il se gare, même en double fil en warning parce qu'il a le droit. Évidemment, il y a tous les services de l'État, il y a son cabinet, il y a son service de sécurité. Il fut un temps où le président Mitterrand allait à Cancale manger les huîtres en toute discrétion. C'était un autre temps. Oui, il y avait quand même les gens du GSPR partout. On a un président qui fut un temps y allait même en scooter. Des maires, en scooter des maires. Vous bougez pas, on reprend cette discussion dans un instant sur Sud Radio. Anthony Martin-Smith. Et on reprend nos débats de 10h à 13h avec bien les débatteurs en plateau, Arnaud Stéphane, Mathieu Baccialonnet et puis Véronique Chabourine pour cette question que l'on se pose. Est-ce que ce déplacement de Sébastien Lecornu en Gironde a encore un sens aujourd'hui? Juste avant, justement, Arnaud Stéphane, vous reveniez sur les propos de Mathieu Baccialonnet et vous sembliez dire que voilà, là c'est peut-être le déplacement qu'il fallait faire, mais de trop. C'est pas de trop, c'est le format, même en termes de communication. Quel est l'objectif poursuivi? L'objectif poursuivi, c'est de se montrer et de dire que on a bien conscience de la gravité du sujet. Enfin, on n'avait pas besoin d'un déplacement du Premier ministre pour comprendre la gravité du sujet. Encore une fois, on mélange tout et on essaye de faire rentrer tel un enfant capricieux le triangle dans le rond Fisher-Price parce que on a du mal à occuper la fonction, en vérité. L'incarnation de la fonction est devenue tellement compliquée qu'on la remplace par une prise de parole médiatique. Mais en termes de communication, regardez l'extrait que vous avez passé en début d'émission quand vous avez pris la huée. Non, mais quand il a été pris, même la huée, ça peut être organisé, ça peut être de la claque, on est en période préélectorale. Mais la prise de parole du Premier ministre. Ah oui. Il y avait ce sentiment de déroulement d'éléments de langage et même un ton pressé. Bon bah voilà, je vous fais ma déclaration. Il y avait quasiment pas d'émotion, il y avait quasiment pas d'affect dans la prise de parole. Il y avait une prise de parole pour avoir une prise de parole, ça, non? Parce qu'il faut nourrir la machine médiatique. Parce que si on fait pas cette déclaration à telle heure, on sera pas au. Mais c'est pas le style Lecornu, ça justement. Mais c'est pas tant ça. Il a jamais été très. C'est toute la parole politique qui pose un problème. Mais je vous dis, c'est vraiment les dernières années sont vraiment des années noires pour la communication en règle générale et pour la communication politique en particulier. C'est extrêmement mauvais. Quand je disais le déplacement de trop, c'est que vous parliez du voyage officiel, là où finalement on s'en doute bien que c'est pas un voyage non officiel. Oui, mais au-delà de ça, c'est quelle est la fonction du politique et quel est le poids de la parole politique. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que la parole politique du Premier ministre pour annoncer des choses concrètes, parce qu'il allait annoncer des choses non concrètes. Non mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette Véronique Chabourine, j'aimerais qu'on vous entende. Allez. Non, écoutez, moi, je vais pas contester en tout cas le déplacement, parce que je pense précisément que s'il ne s'était pas déplacé, on lui aurait reproché, et il est parfaitement dans l'exercice de sa fonction. Après, ce que je trouve quand même intéressant dans ce déplacement, c'est qu'on passe de la gestion de crise à la reconstruction. Les 6 ministres qui l'accompagnent montrent bien qu'on est sur un sujet vraiment systémique et que évidemment ça touche différents domaines. La question que ça pose, à mon avis, l'enjeu pour aller plus loin, c'est est-ce qu'on va reconstruire avec, entre guillemets, les vulnérabilités, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte
le changement climatique, les adaptations qui vont être nécessaires dans le futur. L'idée, c'est pas de reconstruire hyper rapidement et à l'identique, même si j'entends qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison, et évidemment, pour ces personnes-là, ça pose une question d'urgence et d'immédiateté. Mais derrière, est-ce qu'on va reconstruire en anticipant un changement climatique ? C'est plus ça qui m'interroge. Mathieu. Alors, Arnaud, si je peux me permettre, oui, très bien. C'est devenu un passage obligé, le changement climatique. Enfin, il n'empêche que il y a quand même 300 personnes qui ont été arrêtées pour avoir mis le feu. La question, elle est d'abord là. Je veux dire, oui, ça chauffe, mais enfin, il faut quand même quelqu'un avec des systèmes d'allumage de feu pour créer la situation que nous avons vécue sur les derniers mois. 300 personnes ont été arrêtées pour avoir mis le feu dans les différents... 40 000 hectares brûlés, ça ne tient même pas compte d'ailleurs des 1300 hectares qui ont brûlé dans les Landes. 91 000 hectares depuis le début de l'année, Mathieu Bachelet. Parce que Véronique parlait d'urgence, la question d'urgence, et en fait la question d'urgence à agir, elle est aussi, c'est le problème, c'est le couteau sous la gorge du politique, c'est-à-dire que c'est l'emballement médiatique rajouté à l'émotion, c'est ça le cocktail. C'est-à-dire qu'on a un drame sur lequel on peut agir, mais peu ou prou, et il y a impérieuse volonté de tout connaître et d'avoir une réponse dans l'immédiat. Donc le politique qui devrait, mais qui ne le fait pas, mais je jette pas la pierre, mais qui devrait certaines fois dire, écoutez, le temps n'est pas, ne pas arriver au temps de la solution. Il faut qu'on analyse la solution, voilà, pour savoir comment ça s'est passé. Les réponses vont arriver. Il ne le fait pas. Du coup, là, vous allez avoir tous les projecteurs vont être braqués maintenant, alors que la solution va peut-être arriver dans 2-3 mois, parce qu'on aura fait l'enquête pour avant sur les pyromanes. On aura pu savoir ce qui était des problèmes d'entretien du terrain, je sais pas, de problèmes de voilà. Ça va arriver sûrement dans 3 mois, dans 4 mois. Mais à ce moment-là, on sera passé à autre chose. Donc du coup, le politique, il est un peu victime de cet emballement médiatique et de ce calendrier, mais il l'alimente lui aussi. Vous voyez, c'est une sorte de, c'est le hamster dans sa roue. C'est-à-dire que les médias ont envie de réponses immédiates. Le politique a envie de donner, ce que disait Véronique, a envie de montrer qu'il agit. Du coup, il rentre dans ce rythme-là. Et du coup, on arrive à des paroles qui sont des paroles un peu creuses, du sort de faux volontarisme. Et ça, c'est sur ce sujet, mais c'est sur plein d'autres sujets. Pour l'instant, c'est très délicat de s'exprimer de toute façon sur ce déplacement, parce que à l'heure actuelle, il n'a rien annoncé de toutes les manières. Mais donc, il peut pas annoncer grand-chose en réalité. Nous allons faire les choses nouvelles. Et donner des moyens supplémentaires. Oui. Okay. On a Rodrigo Arenas ce matin, qui était mon invité, député de la France Insoumise, qui lui disait, écoutez, moi en tout cas, je pense que le vrai sujet c'est celui de l'assurance. Et que les assureurs ne jouent pas leur partition. Oui, mais c'est un des éléments. Enfin, je parle sous le contrôle de mes camarades de plateau. Il faut pas s'arc-bouter uniquement sur des histoires d'assurance. Oui, les histoires d'assurance, mais c'est pas que pour ce coup-là. Hein. C'est pour en règle générale, et même dans la vie de tous les jours. Mais quand vous avez votre restaurant qui brûle et qu'on vous dit que votre perte d'exploitation n'est pas activable parce que vous n'êtes directement pas concerné, mais on vous avait fermé administrativement parce qu'il fallait évacuer la zone, votre perte d'exploitation, elle est réelle. Et en fait, les assureurs ne seront pas en rendez-vous parce que de toute façon, l'État ne fait rien pour que les assureurs soient contraints. C'est souvent le cas dans les catastrophes naturelles. Oui, votre voiture a été emportée par le dessus. Ah bah oui, mais la colère, elle vient aussi de là. Parce que vous n'auriez pas dû vous garer là, c'était inondable. Enfin, encore une fois, c'est pas tant ça. C'est est-ce qu'on arrivera à un moment donné demander aux politiques de se. Non mais la demander colère, aux politiques, c'est pas ça, c'est de la gestion de tous les jours. Excusez-moi, c'est de la gestion de tous les jours. C'est de la popote. Ce qui est important pour le politique, parce qu'on parle du politique, c'est la possibilité de prévoir, de faire de la stratégie, c'est-à-dire de se placer, non pas dans le cas qui vient d'arriver aujourd'hui de cette catastrophe, mais de celle qui pourra arriver dans 5 ans, dans celle dans 10 ans. Quels sont les moyens qu'on met en marche ? Est-ce qu'on utilise un peu plus de drones, de détection ? Est-ce qu'on utilise un peu plus les moyens satellitaires ? Est-ce qu'on utilise un peu plus l'IA pour détecter des moments où il y a un certain nombre d'éléments
qui se coordonnent et qui peuvent donner une catastrophe, etc. Faire de la prospective. Ce pays ne fait plus de prospective. C'est un truc de fou quand même. Oui, le débroussaillage, tout simplement, aurait été déjà une réponse. C'est quand même des choses assez simples qui n'étaient pas faites, en tout cas pas suffisamment faites à l'échelle du territoire national. Sur l'anticipation, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud. En revanche, sur la question des assurances, c'est pas que de la popote, c'est de la popote dans la gestion, mais c'est le rôle des pouvoirs publics aussi d'être fort vis-à-vis des assureurs. Tu vois. Ouais, il y en a peut-être qui sont pas très méchants avec eux parce qu'ils attendent la fin de leur pause pour se retrouver. C'est bien ce que je veux dire. Et on sait, sans faire de complotisme, parce que le mot peut arriver très vite, on sait à quel point les représentants des assureurs sont bien implantés à Bercy. Oui. Et puis, pardonnez-moi, mais quand vous avez un commerçant qui est impacté par cela et à qui on lui dit, en fait, on va peut-être vous faire le retour du PGE, il l'a quand même mauvaise. Il y est pour rien pour les incendies. Et on lui propose une solution, ça sera peut-être un prêt. Enfin, vous comprenez bien que là, la venue d'un politique pour lui faire ce genre d'annonce, elle passe de travers, sachant toutes les situations que les gens victimes de ces incendies ont connues, comme les gens qui vivent au Porge et qui ont l'impression qu'on a privilégié le Cap Ferret. Une visite comme celle-ci, si vous n'avez pas des annonces concrètes, elle ne sert à rien. Après, pour revenir justement, j'aimerais revenir sur la question Cap Ferret, le Porge, dire qu'a priori rien, aucune preuve tangible à aucun moment ne permet de dire que le Cap Ferret a été privilégié par rapport au Porge. Et pour connaître un petit peu ce type d'intervention, voir la façon dont ça s'est passé, à aucun moment je peux imaginer que le préfet ou je ne sais pas qui a donné l'ordre en disant clairement allez au Cap Ferret et n'allez pas au Porge. Ça pour le coup, je pense que vraiment, si on peut le redire à l'antenne, dire que évidemment les habitants du Porge peuvent être en colère, peuvent être tristes, peuvent avoir le sentiment que on n'a pas fait le maximum. Je n'ai pas de preuves, mais je pense réellement que ce n'est pas le cas. Et on a eu des témoignages Sud Radio où les gens disaient qu'il n'y avait plus un pompier au Porge. Vous voyez, c'est ça aussi qui aujourd'hui les perturbe beaucoup. Il n'y avait plus un pompier, même pour évacuer les gens qui n'avaient même pas reçu le SMS. C'est ça qui est reproché aujourd'hui à la gestion de la crise au Porge. Et au-delà de ça, regardez, hier on montre des images, on montre des images, on met pas dans le contexte. Vous parliez des médias, tout d'un coup, la valeur du média, et heureusement qu'il y avait une régulation. On met des images hier d'un hélicoptère australien qui est capable d'embarquer beaucoup plus d'eau découper plus d'eau qu'un Canadair. Cet hélicoptère, c'est un Chinook. Je vous demande d'aller regarder la date de lancement du Chinook. Ça doit être à peu près il y a entre 50 et 60 ans le lancement du Chinook, cet hélicoptère. J'ose imaginer que c'est pas avant-hier que nos amis australiens ont utilisé le Chinook pour les incendies et que cet hélicoptère, il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines qui sont dispo et qui pourraient être reconditionnés. On ne voit pas beaucoup la 400M non plus. On l'a vu une fois, mais bon. La 400M, c'est un gadget. On essaye de le mettre à peu près à tout. Oui. Prochaine fois, pour le ramassage scolaire, on va utiliser la 400M. On utilise la 400M pour tout. Si on essaye tellement de le vendre et justifier les 10 milliards de surcoût, que voilà. On va dans un instant passer sur votre regard de l'actu. Vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, Véronique Chabourine ? Oui, un coup de gueule. D'accord, ce sera en 2 secondes. Oui. Non. Sur le questionnaire de l'administration américaine à l'OTAN, aux alliés de l'OTAN. Arnaud Séphan ? J'ai un coup de cœur. J'aurais pu faire un coup de gueule, mais je l'ai transformé en coup de cœur pour les maires qui reprennent le pouvoir sur le domaine public. Mathieu Bachelonnet. Et un coup de cœur pour les championnats d'Europe de natation et la moisson de médailles, notamment le formidable Léon Marchand. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et de retour sur l'antenne de Sud Radio, toujours avec nos débatteurs en plateau, que ce soit Arnaud Séphan, Mathieu Bachelonnet, Véronique Chabourine. On est ensemble jusqu'à 13h. À 12h40 précisément, notre face-à-face du jour, ce sera avec la haut-commissaire à l'enfance de la République française, Sarah El Haïry, qui a été aussi ex-ministre déléguée à cette même question. On va revenir avec elle sur les décisions du Conseil constitutionnel sur la loi qui visait à interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, qui a été éconduite, cette loi, au grand désespoir d'Emmanuel Macron et
Gabriel Attal, qui lui réclame un référendum. Ce sera notre sujet de tout à l'heure. Un référendum, est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que c'est la bonne loi pour le faire? À 11h40 tout à l'heure, on en parlera avec nos débatteurs en plateau. Vous nous appelez pour réagir au 0826 300 300 et nous dire ce que vous en pensez. Mathieu Bachelonnet, je commence avec vous. Votre regard sur l'actu aujourd'hui. Oui, dans cette actualité, pas toujours très drôle, un petit coup de cœur pour les championnats d'Europe de natation. Il y avait un petit parfum de Paris 2024 qui est revenu pendant quelques jours sur la piscine olympique de Saint-Denis avec le retour de Léon Marchand qui a été fidèle à la légende déjà qu'il est en train de construire. Donc un très beau moment. Derrière Léon Marchand, d'autres champions, notamment Marie-Ambre Molu, qui était une jeune femme dont c'est un des premiers titres, qui est championne d'Europe, et donc médaille d'or championne d'Europe. Rappelez que c'est un sport assez exigeant, assez aride, et je conseillerais à nos auditeurs le très beau documentaire qui se trouve sur les plateformes de vos confrères de France Télévisions sur la vie de Léon Marchand et son entraînement. C'est un documentaire qui a été réalisé par son papa et qui est très intéressant pour voir un peu que derrière la gloire et derrière les moments très courts de médiatisation et de salles debout acclamées, il y a des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement dans l'eau dès 5h du matin, d'une vie assez monacale, et j'avais envie de faire quand même, puisque ce serait dommage d'avoir quelque chose de totalement rose, un petit coup de gueule quand même sur la ministre des Sports qui a brillé par son absence lors de ces championnats d'Europe. Alors moi j'y étais le samedi, le maire de Saint-Denis, Ali Bagayoko, était là, a pris la parole, a remis les médailles, donc c'était le rôle d'un maire. C'est pas ma famille politique, mais voilà, il était là, il était présent. La ministre des Sports n'était pas là. J'ai regardé son compte Twitter, il y avait absolument rien, pas de photos. Il y a eu quelques tweets hier quand même, quand il y a eu quelques médailles, mais vraiment on sentait que c'était soit généré par l'IA, soit c'était un stagiaire à qui on a filé les codes pour tweeter. J'ai trouvé ça dommage parce que c'était un beau moment de communion et bon, voilà. Véronique Chebrune. Moi, c'est un coup de gueule. Donc, c'est le questionnaire envoyé par l'administration Trump récemment aux alliés de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que ça ressemble encore évidemment à une action de diplomatie transactionnelle qui est qui caractérise bien ce que Donald Trump fait depuis son retour au pouvoir aux États-Unis. Et en fait, ce même questionnaire, donc, qui pose des questions sur notamment est-ce que vous soutenez la politique américaine, est-ce que vous achetez de l'armement aux États-Unis, etc. Évidemment, on sait que il n'a pas besoin du questionnaire pour connaître les positions de ses alliés. En revanche, ce questionnaire va formaliser, objectiver en fait les prises de position des alliés. Et il intervient dans un timing qui est assez intéressant puisque c'est le moment où en fait Washington réévalue sa présence militaire en Europe. Donc moi en tout cas ce que j'y vois c'est quand même encore à nouveau un engagement on va dire des États-Unis qui peut en fait se transformer en variable de négociation notamment grâce au questionnaire. Arnaud Stéphane. Oui, alors, sauf si vous voulez réagir, les amis, évidemment. Non, mais enfin, je suis sur ce que vient de dire notre ami Bachelon sur je sais pas qu'est-ce qu'une ministre des Sports a à faire à part être un championnat d'Europe qui a lieu en France. C'est pas très compliqué, il faudra m'expliquer. Même pour elle, pour sa communication. Elle avait aquaponé, il y avait quoi? Dans la foulée, elle passe sur France Télé, il y a une interview, elle dit que c'est formidable, que c'est grâce à la politique sportive française. Même en termes de communication, pour elle, égoïstement, je comprends pas. Mais bon. Non, c'est catastrophe. Enfin bref. Sur moi, mon coup de cœur, qui aurait pu être un coup de gueule, mais qui est un coup de cœur, c'est sur ces maires qui reprennent le pouvoir sur le domaine public. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus cet été des maires qui enfin comprennent que la vie des citoyens et des touristes quelquefois est pourrie en permanence, alors que ça soit par les vélos et les trottinettes électriques sur les trottoirs. On voit que boum, ça y est, ça tombe. Il y a des mairies qui ont mis 136 € de pénalité pour les gens qui se promènent en trottinette électrique. C'est devenu impossible à Paris, dans la région parisienne, de ne pas faire de gymkhana pour éviter ces véhicules sur les trottoirs. Quand vous avez des enfants, vous faites vos courses, vous devenez complètement fou. C'est le salon du mobilier sur les plages où les gens arrivent avec quasiment des cuisines, des tables, etc. et occupent complètement la plage. Et quand vous n'avez pas évidemment la sono qui allait avec, et on voit que cet été, bim, pareil, les maires font tomber enfin des pénalités pour les gens qui se
qui occupent indûment l'espace public et qui pourrissent la vie des autres. Et puis c'est aussi les parcs qui sont devenus sans autorisation des lieux de fête, des lieux d'anniversaire, et donc qui est une privatisation du domaine public par des gens qui n'en ont pas l'autorisation, qui n'ont même pas demandé à le faire. En plus, qu'ils le font sans règle, donc qu'ils nettoient pas, qui restent à des heures indues, on est obligé de faire venir des agents municipaux, etc. Et je vois que quand même, au lieu de me plaindre du fait qu'il y ait ces incivilités, je vois que les maires, et beaucoup de maires qui ont été des néo-élus, je pense notamment à celui de la Seine-sur-Mer, parce que j'étais à la Seine-sur-Mer il n'y a pas longtemps, et j'ai vu que, et en plus ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, justement sur cette lutte contre les incivilités. Si vous allez voir c'est un jeune maire en plus, et sur ses réseaux sociaux, l'étiquette politique est oui, mais il n'y a pas que lui, parce que je parlais de la banlieue parisienne, il y a aussi des maires LR, je pense à Levallois-Perret, où dorénavant c'est 136 € si vous êtes sur les trottoirs en trottinette électrique ou en vélo. Et ça se multiplie dans la France, et c'est heureux, parce qu'encore une fois, quand vous avez des enfants, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes dans un parc, vous n'avez pas envie d'entendre la sono des uns, les anniversaires des autres. On peut juste regretter une dernière chose, c'est que le dernier élément qui pourrit la vie des gens, et je lance un appel à l'industrie du casque audio. Qu'est-ce que vous avez fait pour que les gens vous rejettent autant et mettent sur haut-parleur systématiquement leur téléphone pour qu'on ait toutes les vidéos, les conversations. Était si bien cette époque du Walkman, Arnaud Stéphane. Exactement. Voilà. Ce côté rétro qui est si plaisant parfois. Merci à tous les trois pour votre regard sur l'actu. Je vous propose qu'on passe à notre sujet dans un instant sur ce référendum souhaité par notamment Gabriel Attal sur la question de cette loi qui a été déboutée au Conseil constitutionnel sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. À tout de suite sur Sud Radio. Toujours sur l'antenne de Sud Radio avec vous, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Peut-être commencez-vous à préparer le moment du déjeuner. Vous avez bien raison. Nous, on est avec vous, en tout cas, au moins jusqu'à 13h avec Mathieu Baccialonnet, Arnaud Stéphane, Véronique Chabourine, qui sont très motivés à nous parler de cette question du référendum souhaité par Gabriel Attal sur cette loi de l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel ce dernier vendredi, alors même que la loi sur la fin de vie, elle, a été approuvée. Si ça vous fait réagir, évidemment, vous nous appelez au 0826 300 300. Appelez-nous aussi pour la radio libre de midi. On vous écoute sur n'importe quel sujet, même depuis ce matin. Est-ce que le témoignage que nous avons eu, notamment dans cette matinale, avec ce djihadiste revenu de Syrie, déchu de sa nationalité française à sa demande, est encore bloqué dans ce centre de rétention administrative à Lille et ne peut pas partir, selon ses propres propos, à cause de blocage administratif côté français. Nous pensions que c'était l'Algérie qui ne voulait pas le reprendre. Il prétendait, en tout cas à notre antenne et au micro de Jacques Cardoz, que c'est l'administration française qui ne le laisse pas partir. Il a au moins jusqu'à la fin de l'année pour bien voir sa situation évoluer. Êtes-vous favorable à son départ et trouvez-vous normal finalement qu'il soit encore en rétention administrative alors même qu'il ne veut plus être français, qu'il a demandé à être déchu de sa nationalité et que ça a été d'ailleurs accepté par l'État français. On revient sur cette question du référendum. Gabriel Attal, je le disais, lui propose qu'on ait recours à cela pour nous exprimer. Alors, je ne sais pas très bien sur quoi, parce que finalement, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, quand Rodrigo Arenas, tout à l'heure, député de la France Insoumise, était à ce micro, lui était pour une loi, mais de ses propres propos, lui voulait une loi qui soit conforme au droit européen et disait que la responsabilité incombait aux réseaux sociaux. Alors faut-il une loi ? Peut-être que ce serait ça le référendum, ou doit-on interdire aux enfants de moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux, Mathieu Baccialonnet ? Il y a deux choses à mon avis. Il y a déjà le fait que Gabriel Attal a besoin absolument d'exister.
dans cette campagne, notamment dans son duel avec Édouard Philippe, qui fait de feu de tout bois sur tous les sujets. Donc là, il propose le référendum, ce qui n'est pas extrêmement original, puisque généralement en France, quand on ne sait pas trop quoi faire, on propose un référendum. Donc c'est très dans la logique Attal. Deuxièmement, moi, ce qui me gêne un peu, mais je pense qu'on va pas forcément tous être d'accord sur ce plateau là-dessus, c'est qu'il y a un côté, je trouve, un peu populiste en plus dans ce recours au référendum. Je ne suis pas contre le référendum, hein, c'est pas ce que je dis. Mais qu'on le met à toutes les sauces. Dans ce timing surtout. C'est-à-dire qu'on a... en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le Conseil constitutionnel est pas d'accord et rejette une loi, en fait, on s'en fiche, on se dit, c'est pas grave, de toute façon, le Conseil constitutionnel, on s'en fout de leur avis, on va faire un référendum. Non, le Conseil constitutionnel, il a quand même un rôle dans le jeu administratif, dans le jeu institutionnel de la Ve République. Il est quand même garant d'une certaine conformité de la loi par rapport à certains principes qui sont dans la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel a un vrai rôle. Après qu'on veuille modifier la loi, c'est le rôle des parlementaires, à mon avis. Dans ce cas-là, si ils se remettent au travail, ils amendent, ils reproposent quelque chose. Mais la solution du référendum à tout crin, surtout dans ce timing-là, je pense que c'est pas une très bonne idée. Il y a un côté un peu populiste et démago derrière tout ça. Véronique Chabonne, oui. Oui, en fait, alors évidemment, moi je suis pour évidemment le référendum dans l'exercice démocratique, mais précisément dans ce cas, non, je comprends pas. Et pour moi, la principale raison, c'est que tout simplement, en fait, ce référendum ne va pas résoudre la question qui est posée par cette loi, qui est la proportionnalité et le fait et la question technique en fait, parce que il y a une question technique. Vous l'avez dit. En fait, il y a évidemment les réseaux sociaux en fait imposent. Il y a un texte de loi dans le cadre du DSA qui impose la protection des mineurs. Et pour ce faire, Digital Service Act. Et pour ce faire, l'Union européenne travaille actuellement sur une solution justement pour en fait déterminer si la personne est mineure ou majeure sans avoir de faille sur la protection des données et sur l'identité des personnes. Et en fait, aujourd'hui, je crois que cette question, la loi, évidemment, réseaux sociaux, elle est parfaitement légitime puisque je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut protéger les mineurs. En revanche, moi, je rejoins ce que vous avez dit. Je crois que si le Conseil constitutionnel a émis des restrictions, il faut retravailler le texte de loi. Et par ailleurs, il faut aussi travailler main dans la main avec le DSA et l'Union européenne sur cette question parce que le rapport de force avec les plateforme, c'est pas juste la France qui peut le tenir en fait, c'est vraiment au niveau européen. Arnaud Stéphane, le dernier référendum, on en parlait en off tout à l'heure, c'était 2005. Et quand on voit le résultat, on se demande bien si ça, comme Mathieu Chalonnet, est-ce que ça aura un réel impact? Est-ce que c'est bien utile? Oui, mais la question sur 2005 était une question beaucoup plus large. Et avec des sujets beaucoup plus structurants. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas un référendum sur la loi de la fin de vie qui a énormément divisé. Et sur une loi, pardonnez-moi, certes, d'importance capitale pour nos enfants, mais qui ne touche pas toutes les Français, tous les Français. Tout le monde n'est pas concerné par des ados. Mais au-delà de ça, le fait d'utiliser le référendum, cette peur de tomber dans un système plébiscitaire, parce que c'est aussi ça, dans le fond de l'esprit de certains de nos politiques, c'est ça. Et l'utilisation, évidemment, pour contourner le Conseil constitutionnel est un peu maladroite. Mais quand on regarde le fond de cette affaire de l'interdiction, moi je suis favorable à l'interdiction pour les moins de 15 ans. D'utiliser les réseaux sociaux. Je vois pas ce que des enfants des ados ont à faire sur des réseaux sociaux. Vraiment, je vois pas. Ils ont autre chose à faire et notamment lire des livres. Ça peut être très utile. Ça évitera de dire des bêtises comme la dame que nous avons eue en enquête et avec la pauvreté de son champ lexical. Oui. Le problème, c'est que en fond, il y a aussi la capacité à faire appliquer véritablement ce texte en vérité, parce que ça a été dit très justement. Alors parlez un peu plus dans votre micro. Les réseaux sociaux sont gérés d'abord par les États-Unis et qui sont très sourcilleux sur le fait qu'on s'attaque à leur plateforme. Et ça, ils sont capables de montrer les dents et de mordre.
Deuxièmement, c'est la loi aux États-Unis, c'était l'échange entre la capacité d'autogérer les réseaux en échange du maintien d'une loi particulière qui protège en vérité les GAFAM en les déresponsabilisant de poursuites. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas Apple, éditeurs, Facebook, Amazon, Microsoft. voilà, les ils ne GAFAM. sont pas éditeurs, ils sont diffuseurs de contenu. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, le cadre de nos règles de droit n'est pas tout à fait clair. Et deuxièmement, en termes européens, il y a un gros travail à faire. Et enfin, la dernière chose, c'est que je suis toujours très étonné que des personnalités politiques qui nous expliquent qu'il ne faut pas utiliser le référendum à mauvais escient, tout d'un coup, parce que justement, et je suis totalement d'accord avec le camarade Malchon, ils sont dans une très mauvaise posture politique, sortent du magasin des farces et attrapes la possibilité de faire un référendum sur un sujet extrêmement secondaire. Voilà. Mais ce c'est qui que ça montre... concerne pas tout le monde, cette histoire des mineurs de moins de 15 ans. Excusez-moi ma franchise, mais on s'en fout en fait. Ce qui est intéressant, c'est l'insincérité, encore une fois, que tout cela démontre. C'est-à-dire que vous avez une arme institutionnelle que le politique a rangée dans son étui pour surtout pas l'abîmer depuis 2005. Ça fait 21 ans qu'il n'y a pas eu sachant même que Gabriel Attal était à la tête du gouvernement. Oui, mais bien sûr, il aurait pu faire une loi référendaire, il aurait pu demander l'utilisation du référendum sur d'autres sujets et des sujets beaucoup plus importants. Il ne l'a pas fait, là il le propose parce que, évidemment, c'est un totem. Et en France, nous sommes le pays des totems, il y en a plus que dans la totalité de l'Amérique. Il y a plus de totems ou de l'Océanie, il y a plus de totems en France que partout ailleurs dans le monde. On a une spécialité, les ronds-points et les totems. Là, tout d'un coup, il fallait faire absolument cette loi, elle ne passe pas, ils sont pas contents, scrogneux, faisons une loi référendaire pour pouvoir gagner malgré le fait qu'on ait perdu. On en parlera avec Sarah El Haïry tout à l'heure, qui est haut commissaire à l'enfance de la République française, justement pour voir un petit peu quel est, elle, son point de vue sur cette question. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous aussi vous pensez que là, le référendum, c'est un peu un instrument de communication politique davantage qu'un réel outil de démocratie. Mathieu Bachelonnet, je sens que vous frémissez. Sur ce sujet ? Ouais. Non, mais je pense que tout a été dit, mais c'est un sujet important qui, malheureusement, comme beaucoup d'autres, est instrumentalisé pour des vues politiciennes. Et la nouvelle que j'ai à vous annoncer, mais vous en doutez, c'est que ça va pas aller en s'arrangeant dans les prochains mois, puisque c'est la course des petits chevaux, comme on dit, a commencé, et que la plupart des sujets, on parlait du handicap tout à l'heure, j'espère que des sujets comme celui-là qui nécessiteraient un consensus, ou du moins un débat de haut niveau, ne vont pas être confisqués avec des propositions à l'emporte-pièce uniquement pour valoriser un ou une candidate dans la course vers cette élection qui rend fou. Véronique Chaborine ? Oui, non, je rejoins les propos. C'est vrai qu'on ne doit pas instrumentaliser le référendum. Après, j'ai même un questionnement si effectivement cette question-là peut rentrer dans. Je crois que l'angle c'est politique sociale. Il veut la rattacher en fait à cet angle-là. Je sais même pas si c'est recevable de faire un référendum pour cette question. À titre personnel, je suis même pas sûre que ça puisse passer. Et puis il y a une question de calendrier, parce qu'il le ferait quand quand bien même il y aurait un référendum, il le ferait quand ? Il faut une campagne. Et le calendrier électoral est quand même déjà assez occupé par une petite élection qui va avoir lieu. Plusieurs. Il y a les sénatoriales. C'est vrai, très juste. Il y a les sénatoriales en septembre. Puis ensuite il y a l'élection il y a la présidentielle en avril. Donc je vois pas, même d'un point de vue calendaire, quand est-ce qu'on place ce référendum. C'est sûr que ça paraît. Mais d'ailleurs, on se rend bien compte que les modalités pratiques n'ont pas du tout été pensées. En fait, c'est un effet. Mais c'est un mal profond de la Ve République. C'est que cette constitution que j'aime beaucoup, à son origine, la manière dont elle avait été conçue, était justement un équilibre à peu près parfait, avec un exécutif fort et la possibilité de poser des questions au peuple sur des questions importantes. Et aujourd'hui, il y a eu une trentaine de modifications de la Constitution, pas pour le bien de la Constitution, pour la désarmer complètement de son esprit. Et en revanche, on s'est complètement assis sur l'utilisation du référendum. Encore une fois, 21 ans qu'il n'y a pas eu de référendum
en France. Regardez le nombre de référendums qu'il y a eu sur les 10 premières années de la Ve République. Et enfin, dernière chose, c'est que on vient de dire, ne pas oublier quand même qu'il y a eu 3 référendums dans un territoire français qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie, que ces 3 référendums ont amené à la volonté des gens de la communauté de Nouvelle-Calédonie de rester en France, et que on est en train, encore une fois, de faire un mauvais sort à ce choix déterminant et déterminé des Néo-Calédoniens de rester français, en essayant de trouver quand même une sortie de la communauté française de cette île si importante au niveau stratégique et géopolitique. Oui, notamment avec la Chine, les minéraux, sa position stratégique. Je vous rappelle que c'était une base très importante des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle joue un rôle très important aussi pour la France au point de vue géostratégique. Pour autant, la Constitution fonctionne, puisque le Conseil constitutionnel arrive à s'emparer encore de ces questions-là et à émettre des avis qui ont l'air d'être issus du bon sens. Vous trouvez pas ? C'est trop large là maintenant, on n'a pas le temps, il reste quelques minutes, mais le Conseil constitutionnel, c'est un vrai souci. On est complètement sorti des clous de l'esprit de la Ve République, ça devait pas du tout être ça, le Conseil constitutionnel à la base. Le Conseil constitutionnel, depuis les années 70, s'est autorisé à juger le droit par rapport à des préceptes quasiment philosophiques. C'était encore une fois pas du tout l'esprit de la Ve République, en tout cas dans l'esprit du général de Gaulle et de Michel Debré, qui en est le rédacteur principal. Véronique Chabourine ? Oui, de toute façon, je pense que le texte n'aurait pas pu être appliqué, même s'il n'avait pas été retoqué par le Conseil. À l'instar de l'Australie. Même s'il n'avait pas été retoqué par le Conseil constitutionnel, tout simplement parce que dans l'application, on n'est pas encore en mesure d'avoir des solutions qui permettent de déterminer l'âge, enfin est-ce que quelqu'un est mineur ou pas, et sans enfreindre la protection des données et toutes les règles qui réglementent notre pays. Donc en fait, je pense que la question, elle est surtout dans l'exécution aussi de cette loi, et c'est ça qu'il faut résoudre en priorité. Oui, l'Australie. Pour répondre à Arnaud, le sujet est pas tant le Conseil constitutionnel que la mauvaise qualité juridique des lois qui sortent du Parlement. On l'a vu à plusieurs fois, c'est assez fréquent que le Conseil constitutionnel censure, alors pas forcément l'intégralité de la loi, mais souvent des parties de textes, parce que souvent les textes sont mal rédigés, la procédure accélérée n'aide pas le rôle des parlementaires pour amender correctement les textes. Il y a souvent une volonté de les majorités de les faire passer assez rapidement, et du coup on arrive à ces qualités de textes qui ne sont juridiquement pas bons, et qui fait que le Conseil constitutionnel, pour le coup, est dans son rôle lorsqu'il censure les parties qui posent problème sur ces textes de loi. C'est important ce que vient de dire notre ami. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le Parlement est resté en procédure accélérée. En procédure accélérée, exactement, non-stop. Ce qui était normalement une procédure d'exception. Exactement. Donc nous sommes rentrés dans une espèce de sprint marathon qui ne permet absolument pas de réfléchir, de travailler normalement. Il faut absolument, tel la machine à saucisses, sortir des lois, des règles en permanence, sans avoir le temps de travailler en commission, sans avoir le temps de travailler dans des missions d'information, etc. Pour ou contre le référendum sur cette loi d'interdiction des réseaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Vous nous appelez au 0826 300 300 également si vous attendez quelque chose ou non d'ailleurs de la venue du Premier ministre Sébastien Lecornu en Gironde, si vous attendez des annonces spécifiques, si vous habitez même au Porge et que vous trouvez que la venue de Sébastien Lecornu est quelque peu comment dirais-je, risible de votre point de vue. Vous nous appelez au 0826 300 300. Appelez-nous pour la radio libre dès midi. On aura aussi la venue de Sarah El Haïry pour revenir sur cette loi d'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, qui est haute commissaire à la petite enfance de la République, et nous détaillera d'ailleurs les mesures du plan qu'elle souhaite mettre en place jusqu'à l'ONU. Me reste à remercier nos débatteurs en plateau. Arnaud Stéphan, vous êtes président et fondateur de l'agence Note de Com.
Mathieu Baccialoni, vous êtes vous président fondateur de M2B Conseil, et puis vous Véronique Chabourine, merci beaucoup, analyste stratégique. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour la radio libre avec Clément Barguin qui va me rejoindre sur ce plateau à partir de midi. À tout de suite.